Ouais, salut Lise, c'est Gouard. Bon, j'espère que je te réveille pas. J'espère que t'as pas oublié surtout qu'aujourd'hui on est à Locumbia, à l'Utopia de Tournefeuille. Il y a genre 30 minutes de trajet, donc là il est 6h30. Faudrait quasiment qu'on parte dans 10 minutes quoi. C'est un festival sur la Colombie, donc il devrait y avoir du café en principe. Quoique, comme on est là pour parler décroissance du modèle agricole, c'est même pas sûr en fait. Ouais, c'est toi ou c'est moi qui ai eu cette idée de faire une émission le matin? C'est sérieux, c'est... Écoute, j'arrive. À tout de suite. Bienvenue à TV Bruit. Thomas, tu es programmateur du festival Locumbia. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le festival Locumbia, c'est un festival qui a été créé en 2017 sur les années bilatérales entre la France et la Colombie. Donc il y a eu 6 mois de programmation en France, 6 mois de programmation colombienne, enfin France en Colombie et Colombie en France. Et nous, c'était un moment où on avait tous des liens avec la Colombie dans l'association avec laquelle on travaillait à ce moment-là. Des liens notamment dans la production cinématographique. On était en tournage à ce moment-là dans un village qui s'appelle Palenque, San Basilio de Palenque, sur la transmission afrodescendante. Un film qui a été produit par TV Bruit d'ailleurs, qui s'appelle Herencias et qui a été présenté ensuite à Ciné Latino en sélection officielle. Et quand est née cette proposition, on s'est dit, il y a un terreau à Toulouse qui est très fort autour de l'Amérique latine, mais il n'y a encore rien qui est lié directement avec ce pays qu'est la Colombie, qui nous paraissait intéressant de creuser dans sa diversité culturelle, dans sa diversité géographique, sa diversité environnementale. Il y a plein de choses qui se concentrent dans un seul et même pays. Et nous, on s'est dit, on avait envie de fédérer les différentes associations et projets autour de la Colombie pour créer un festival. Donc ça s'est créé en 2017 de manière totalement artisanale. On ne savait pas vraiment faire un festival. Là, on en est à la 8e édition. Je pense qu'on commence à savoir un petit peu plus faire. On a essayé de se professionnaliser également pour chaque année proposer d'explorer la Colombie sous différentes facettes. Il y a des Français, il y a des Colombiens dedans, il y a des compagnonnes de Colombiens, il y a des gens qui reviennent de Colombie, des gens, voilà. Et tout ça, ça fait l'histoire de Locumbia. Locumbia, c'est un anagramme entre Colombia, Locumbia, c'est la folie. Parce que la Colombie, c'est aussi un pays un peu fou, sur plein d'aspects, mais un pays aussi très doux et qui souffre de beaucoup de clichés. On essaie en tout cas, nous, dans nos propositions artistiques, d'aller au-delà de ces clichés-là. C'est d'ailleurs la proposition qui va être faite aujourd'hui avec le film. Et voilà un petit peu. Et donc on explore à la fois le champ musical, qui est très important pour nous. Il peut y avoir aussi du théâtre, du cinéma, des ateliers, de la pratique musicale et toujours des liens dans les médiations, qui fait vraiment partie de l'essence du festival. Donc à part la dernière soirée qu'on appelle la Noche Loca, qui est plus un moment de fête et de partage ensemble, on lit toujours ça, des médiations en classe de collège, des médiations près de jeunes à la MJC, des résidences, des accompagnements de séances, comme aujourd'hui il y aura un débat après le film. Voilà. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ce film? Alors ce film, Y habit tres luces negras, il nous parle du Pacifique colombien, sur le rapport à la mort qui est très particulier pour nous, Européens, Occidentaux, puisqu'on accompagne les morts par différents rites, et notamment par la musique. C'est un film qui était en sélection officielle du dernier festival Ciné Latino, qui est un partenaire depuis la première année du festival, et qui a gagné le prix du public. Et nous, il nous paraissait très intéressant de creuser à travers ce personnage. Bon, d'autres personnes en parleront mieux que moi de ce film-là. Il a également bénéficié du programme Ciné en construction. Et ce qui nous paraît intéressant, c'est de sortir un peu de nos habitudes, nous, d'Européens, pour se confronter à d'autres rapports. Et là, on confronte à la fois sur la question des disparitions, on se confronte à la fois à la question environnementale sur la forêt et l'extraction minière, qui fait beaucoup de dommages en Colombie. On l'a vu, nous, cette année, sur le festival, avec des Embera qui sont venus, qui sont un peuple amérindien qui vient du Choco et qui sont déplacés à cause de l'accaparement des terres et de leur
terres qui ont été complètement pourries par le mercure et par tout plein d'horreurs. Donc c'est des gens qui après arrivent dans les grandes villes et qui sont complètement déracinés. On les a fait venir la semaine dernière. Mais pour revenir sur le film, voilà, le Pacifique colombien, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est difficilement accessible. Donc il a gardé une culture très très forte. De toute façon, sur les deux côtes de Colombie, il y a une population afrodescendante qui est très importante. Celle du Pacifique est encore particulière parce que peut-être moins confrontée au tourisme de masse, moins confrontée au mélange de population et donc qui a gardé un rapport très très fort sur cet accompagnement des morts, donc sur ce rapport à la nature également. C'est quelque chose qui est très très fort chez les peuples afrodescendants et amérindiens. La semaine dernière encore, avec ces Amérindiens, ils nous ont dit peut-être la plus belle chose qu'on nous a jamais dit pour nous remercier, c'était « Merci de nous avoir fait connaître la lune de plus près et le ciel en plus grand ». Et je trouve que ça représente beaucoup ce rapport à la nature que nous, on a pu un petit peu perdre et qui reste très très fort dans certains coins de Colombie. Voilà. D'accord. Donc ce film, c'est vraiment une plongée. Le festival, il est toujours aux mêmes dates? Alors oui, c'est-à-dire que c'est toujours pendant les vacances, un peu avant et un peu après les vacances de la Toussaint. Donc il y a des ateliers pendant la Toussaint. Après la Toussaint, c'est là où on a le gros temps fort du festival. Là, voilà, on est juste à la fin de la Toussaint. Et puis avant, on a également des dates à Foix. On a développé le festival en Ariège, puisque certains membres de l'association, dont moi, vivons du côté de l'Ariège. Et cette idée également de ramener d'autres propositions artistiques dans des territoires plus ruraux. Et des groupes qu'on a fait venir comme Romperayo, Bouyerengue, leurs seules dates en France étaient à Foix. Voilà, c'était dans un autre sens, c'est les Toulousains qui se sont déplacés à Foix. Et on trouve ça aussi chouette de faire des propositions dans ce sens-là parfois. Très bien. Monica nous accueille dans ce cinéma qui est aussi une scope, il faut le dire quand même, de l'Utopia Tournefeuille. On va peut-être la laisser nous présenter le lieu. Très occupée. Ça va arriver, mais en tout cas, je peux vous parler moi du lien qu'il y a avec l'Utopia. Entre l'Utopia puisque ça fait donc 8 ans maintenant qu'on fait du cinéma. Depuis 3 ans maintenant avec Monica, on avait l'envie aussi de travailler avec ce cinéma qui est un endroit magnifique qui est au niveau du projet social qu'il porte, donc en économie sociale et solidaire. C'est une scope, comme vous disiez, donc Monica en fait partie, elle est colombienne, donc ça faisait vraiment du sens pour nous. On l'a croisée souvent à Ciné Latino, à la sortie des séances, on discutait des films. Et donc c'est aussi de ne pas faire qu'un film. Aujourd'hui, voilà, il y a une proposition de manger des arepas, qui donc ces galettes de maïs colombiennes qui font vraiment partie du quotidien. Il y a un café aussi colombien qui va être proposé, il y a de la guapanela, il y a aussi un petit canelazo. Voilà, il y a toutes ces choses qui accompagnent cette plongée dans la Colombie. C'est pas seulement un film, il y a ça, et puis ensuite il y aura discussion avec la Commission de la Verdad, qui est la commission suite aux accords de paix signés à La Havane en 2016 entre les différentes factions armées, notamment la plus connue d'entre elles qui sont les FARC, avec le gouvernement. Alors évidemment, il reste toujours plein de choses, notamment les paramilitaires et les multinationales qui continuent de faire des dommages très très forts à ce pays. Mais ce n'est pas la seule réalité, voilà, encore une fois. Et c'est très important suite à des conflits, c'est ce qui s'est passé avec le Rwanda aussi. Comment on arrive, malgré les horreurs qui ont été faites dans certaines familles, à faire société ensemble. Et c'est ce que la Commission de la Verdad s'évertue à faire avec des représentants un peu partout en Europe. Et également pour savoir aussi la vérité sur plein de disparitions de corps. Il y a plein de choses comme les falsos positivos, ces corps qui ont été cachés, dissimulés pour faire monter les chiffres. C'est très complexe comme situation. Certains membres de la Commission de la Vérité se sont déplacés, je crois, même pour le festival. Tout à fait. Alors, il y en a qui vivent dans chaque endroit en fait en Europe. Et notamment ici, il y a un nodo sureste de la Francia, donc du nœud sud-ouest de la France. Il y a des représentants colombiennes qui vivent ici et qui sont des représentants de la Commission de la Vérité. On aura la chance d'en avoir une représentante aujourd'hui. D'accord. Peut-être Louisa, bonjour. Tu es colombienne, architecte, designeuse. On a un petit peu discuté aussi avant le programme et on parlait de la Commission de la Vérité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Toi, comment ça résonne en toi, ce travail? Ok. Déjà, pour moi, ça a été hyper important de comprendre la Colombie comme un territoire multidivers. Maintenant, il y a vraiment un projet gouvernemental qui commence à prendre la place et qui donne précisément la place aux victimes et aux personnes qui n'a pas eu l'opportunité de parler de soi-même, de propres voix, tout ce qui se passait. Tiens Monica, tu nous rejoins? Ça y est.
Petite chaise, ouais. Bonjour Monica, donc collaboratrice, coopératrice de la SCOP Utopia. Utopia Tournefeuille. Est-ce que Thomas nous a un petit peu parlé du lien entre l'Ocombia, le festival Ocombia et l'Utopia. Est-ce que tu peux nous donner ton idée de ce lien-là? Qu'est-ce qui s'est tissé entre vous? Pour nous, c'est important déjà au niveau de ce cinéma tel qu'on le vit, de faire vivre les associations, de pouvoir échanger avec différents sujets aussi. Ça peut être dans le plan social, politique, économique, mais aussi créer un lien avec les associations qui mettent en valeur la culture d'ailleurs, et forcément les cultures du monde et la culture de Colombie. Il faut savoir que cette coopérative aussi est très internationale, et donc moi j'en fais partie et je suis colombienne, et du moment qu'il y avait la possibilité d'amener un petit morceau de la Colombie chez nous, c'était indispensable de le faire. Et aussi, c'était l'occasion de créer des choses différentes, des échanges, mais aussi de pouvoir ouvrir à des espaces de convivialité en profitant qu'on a un lieu qui le permet. Donc, notamment, il y a un bistrot, il y a un espace, une terrasse, une cheminée à côté. Donc, ça permet de pouvoir créer ces espaces d'échange et pouvoir manger ensemble, parce que finalement, ça représente aussi la culture colombienne, de pouvoir s'asseoir à table, manger ensemble, prendre un petit chocolat chaud et se réconforter au lieu d'une discussion politique. Ou ça peut être aussi juste prendre les nouvelles de tous, manger une bonne arepa, donc une galette de maïs garnie, et prendre cet temps pour échanger, pour prendre ces nouvelles et être ensemble. Voilà. Très bien. Thomas nous a un petit peu parlé du film. Pourquoi ce film? Alors, pour nous, c'est important aussi de garder les liens aussi qui marquent notre pays au niveau culturel, mais aussi au niveau du conflit. C'est un film qui a deux casquettes, mais avant tout, c'est une immersion dans la côte Pacifique. Il faut savoir que la côte Pacifique est pas très connue même pour les Colombiens. Et donc, ces films a la qualité de nous immerger dans une ambiance qui est vraiment petit à petit à découvrir ce que ça peut être la culture afro-colombienne dans sa musique, dans ses rites funéraires, mortuaires plutôt, et pouvoir plonger dans cette jungle qui nous découvre tous les secrets qu'il peut y avoir avec ces sons et aussi avec les disparus. C'est important. Et donc, ces films, c'était un bon lien pour aussi un public qui n'était pas forcément colombien, qui pouvait aussi, sans savoir trop de la Colombie, plonger dans cette terre inconnue. Donc, c'était un film qui faisait une passerelle pour moi et qui connectait deux mondes. Très bien. On va regarder la bande-annonce. Oye el llamado y hace la tierra, oí volando a rendir cuenta. ¿Usted qué hacía caminando solo por la selva? ¿Para dónde va? Estoy haciendo mi último viaje. Dios me lo bendiga, mijo. ¿Y dónde has andado? Deambulando por ahí, en una selva llena de muertos. On était en train, Louisa, de parler du conflit et j'avais envie de te demander, ce conflit finalement, il est né aussi de l'opposition peut-être de deux chemins que la Colombie pouvait prendre à un moment donné en termes d'exploitation des terres. Et donc, aujourd'hui, alors est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur ces deux chemins? Alors, la Colombie, c'est un pays qui est hyper riche géographiquement, humainement. Et disons que c'est un pays qui attire beaucoup l'attention des multinationales et des personnes étrangères qui ont besoin de matières premières pour soutenir leur confort de vie. Mais dans ce territoire, il y a des gens qui habitent et qui gardent précieusement cette, je sais pas comment dire,
ces ressources, mais c'est surtout l'écosystème. Le territoire, c'est pas vraiment un espace physique. Le territoire, c'est aussi l'identité, la spiritualité. Il y a vraiment, c'est tout un ensemble. Du coup, quand on parle des terrains exploités, on parle aussi des personnes qui habitent dedans, des êtres vivants qui habitent dedans. Et du coup, ça crée conflit pour les personnes qui sont intéressées économiquement et pour les personnes qui habitent. Et je sais pas, c'est un sujet très vaste parce qu'il y a des intérêts de tout type. Malheureusement, la Colombie a été traversée aussi pas mal de temps par la guerre de la cocaïne. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui ont souffert à cause de ces problèmes-là. Des personnes qui ont été déplacées, qui ont été massacrées, qui ont été disparues, qui ont été violentées. Encore aujourd'hui, ce sont des personnes qui habitent dans les grandes villes. Ils sont des personnes qui se trouvent sans leur terre, sans leur territoire. C'est une espèce de déracinement violent, forcé, et qui surtout a été fait en complicité avec les mêmes États. Et du coup, la Commission de la Verdad, pour nous, ça a été une espèce de lumière, d'espoir, pour éclaircir la vérité, pour donner aussi la parole à ces gens, aux victimes surtout. Est-ce que tu dirais que la Colombie aujourd'hui, elle a choisi le chemin vers lequel elle veut aller? Et quel est-il sur le plan économique? On peut dire qu'on l'a toujours choisi. C'est juste que maintenant, il y a plus la place, il y a plus la force, il n'y a plus les moyens. Au niveau artistique, au niveau populaire, au niveau communautaire, on prend plus de force et on les voit. Et moi, je le vois depuis la France. Et ça, c'est incroyable de déjà voir comment les gens s'organisent, comment les gens n'ont pas peur, comment les gens militent, comment les gens créent des choses. Et pourquoi militent-ils? Comment? Pourquoi militent-ils? Pour ce qui nous appartient, pour la terre, pour la vie. Donc pour récupérer la terre? Pour récupérer la terre, pour être autonome, pour être... Une espèce de souveraineté. C'est ça. On cherche à devenir maître de nos... Ah, c'était pas avec ça? Ah, pardon. C'était... excuse-moi, je t'ai coupé, mais je pense que c'est important de parler de reprendre en main notre destin, parce qu'il nous a toujours été dicté, en fait, ce destin. Et qu'il nous a toujours été imposé une manière de nous comporter. La population colombienne a subi la colonisation. Et par ce fait, on traîne 500 ans, plus de 500 ans d'asservissement, quelque part. Enfin, ça vient de cette époque-là. Enfin, ça ne vient pas d'il y a 70 ans. La Commission de la vérité a fait trait aux violences récentes de notre pays, mais les violences viennent de cette histoire horrible qui est une colonisation subie. Voilà, et elle continue encore cette colonisation parce que maintenant c'est le néolibéralisme, c'est le capitalisme qui vient s'insérer dans un pays avec des richesses immenses et colossales, où, comme vient d'être dit, c'est des territoires où habitent des gens, où il y a énormément d'écosystèmes avec une biodiversité pareille qui est inimaginable. Connu et pas connu, enfin recensé et pas recensé. Et du coup, ça fait très quand même à cette prise en main du peuple de ce qui nous appartient, de ce qu'on sait qui est notre valeur essentielle, qu'elle soit matérielle, émotionnelle et spirituelle dans tous les sens, parce que ça nous a même été dicté comment penser, à quoi croire, quelles énergies suivre. Et c'est un pays où il y a je ne sais pas combien d'ethnies, des peuples ancestraux, 80, 100 ethnies différentes qui vivent encore, qui ont leur langue, qui disparaît forcément. Mais c'est tout ça, cette récupération de nos racines et la revendication de la terre, de nos ressources
et de la gouvernance qu'on veut pour notre peuple. Et c'est vrai que Lorena, tu es un paysanne en agroécologie en France, pas très loin d'ici, hein, à Seyss, c'est ça? Oui, c'est ça. Et j'imagine que cette histoire-là, de récupération de son identité et aussi de la façon dont, du territoire, ça résonne en toi. Ah oui, oui. Je n'étais pas prédestinée à devenir paysanne parce que dans ma famille, comme dans beaucoup de familles colombiennes, on a subi l'exode rural, comme on l'a subi beaucoup ici en France, comme on le subit un peu partout dans le monde, où on délaisse un peu les campagnes pour construire un avenir meilleur, en tout cas avec des études, etc. Et dans notre cas, c'était beaucoup un cas de violence, de fuir une violence d'État qui a fait finir l'expérience paysanne qu'il y a eu dans ma famille. Et il a fallu construire autre chose en ville. Et comme ça, il continue à avoir des histoires, des milliers d'histoires en Colombie, d'exode rural forcé vers les villes. C'est pas toujours choisi. Et quelque part, nous, on a toujours drainé dans cet imaginaire de cette richesse qui était la nôtre, qui a disparu. Et nos parents nous sont toujours poussés à consommer paysan, à aller dans les marchés paysans, à continuer à avoir ce lien avec la nature en tout cas, même si on habitait en ville. Et moi, ça a drainé mon parcours de vie, quoi. Ça a enrichi et ça a créé une part de ton identité. Oui, c'est ça. Voilà. Si tu regardes dans le rétroviseur un petit peu, quand je t'ai demandé de te présenter, tu m'as dit je suis femme, migrante, paysanne, impliquée dans l'agroécologie. Chacun de ces mots a de l'importance, on y reviendra, mais si tu devais regarder dans le rétroviseur, comment tu définirais et comment tu représenterais la Lorena d'il y a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans? Tu aurais dit quoi? Ah, j'étais rêveuse, très rêveuse. J'avais une envie folle de continuer à comprendre la Terre, cette planète, et de comprendre les cosmovisions des peuples qui l'habitent. Et ça ne m'a pas quittée, mais j'ai un réalisme qui m'a plombée. La paysannerie vient t'enraciner d'une manière assez particulière. Mais il y a 20-30 ans, j'étais dans l'insouciance, tout est possible. Tu vois, ma question suivante, c'était, je te coupe parce que là, je trouve que ça tombe bien, c'est que j'allais te demander ce que tu avais peut-être perdu et évidemment ce que tu avais gagné aussi par rapport à l'avant. Donc ce que tu as perdu, tu as l'air de dire que c'est un petit peu d'insouciance. J'ai perdu l'insouciance, même si je garde une force, une puissance féminine, créatrice et révolutionnaire très profonde. Mais j'ai perdu un peu le lien avec mon pays, ça c'est pas rien. Je le garde toujours dans mon cœur parce que c'est une lumière très forte qui vient nourrir tous les jours les actions que je mène dans mon quotidien. Qu'est-ce que tu as gagné? J'ai gagné un savoir-faire ancestral. J'ai gardé des savoir-faire. J'ai gagné des liens innombrables avec les paysans du monde et les personnes des cultures ancestrales, quoi, j'ai envie de dire, qui étaient là avant que cette néolibéralisme arrive et qui seront sans doute là après qu'il se soit effondré. Et ils me nourrissent, voilà. Ouais. Aujourd'hui, ça fait 15 ans, je crois, que tu es paysanne dans l'agroécologie. Ces mots, ils sont importants. Tu peux nous dire ce qu'ils représentent? La paysannerie, parce que tu n'as pas dit agricultrice, hein. Tu as dit paysanne. Non, moi je ne suis pas agricultrice. Enfin, tu es agricultrice pour les instances administratives. Tu es exploitante agricole. Et dedans, il y a exploitation. Ah oui, voilà. Moi, je me sors de ces champs lexicaux parce que pour moi, il a trait encore toujours à cette colonisation des ressources et des territoires. Moi, je suis paysanne, j'essaye de comprendre le territoire dans lequel je m'insère
de lire un peu le paysage, de lire le vivant dans lequel moi, en tant qu'être humain, je viens m'insérer et façonner un petit peu ce territoire de manière à respecter ceux qui y habitent, enfin les présences vivantes et sans doute pas vivantes, qui sont là, et pouvoir co-créer avec cette force, parce que c'est une force, des moyens de subsistance. On parlait tout à l'heure de ces chemins que la Colombie aurait pu prendre, donc entre le respect justement d'une identité, de savoirs ancestraux et le libéralisme, le capitalisme, ce que moi j'ai tendance à appeler le cacapitalisme, je ne suis pas la seule à le dire. Ce chemin finalement tu as choisi toi aussi, et dans tes actions tu défends un modèle de société. Lequel, plus précisément? Je défends, en tout cas je m'efforce de faire de la pédagogie. Donc c'est un monde où il y a toujours beaucoup de pédagogie, il y a toujours beaucoup d'échanges, parce que ma vérité c'est la mienne, mais c'est pas celle des autres personnes. Donc je m'exerce à pousser dans un monde où il y a ces dialogues, et où il y a un respect profond de tout le monde vivant, pas que de l'humain, parce que l'humain c'est une espèce parmi des milliers d'espèces. On est à un embranchement du règne animal, mais il y a 5 autres règnes dans cette planète qui cohabitent depuis des lustres et qui ont fait cette merveille de terre, de planète pour nous. Donc la société humaine dans laquelle je me vois immergée, c'est une société qui a pris en compte le vivant comme un allié et pas comme un ennemi, pas comme quelque chose, pas comme une matière, pas comme une table, comme quelque chose qui s'insère pour la nécessité vitale qui est celle de respirer, celle de manger, celle de se reproduire, celle de pouvoir habiter un lieu, celle de pouvoir construire un habitat. Et c'est une société dans laquelle il y a beaucoup plus d'équité, de justice sociale. Et je m'efforce surtout pour que le système alimentaire, qui est pour moi une base essentielle dans toutes les sociétés humaines, représente cette idée de société que je me fais. C'est ça, tu es engagé auprès de la Confédération paysanne. Donc là, comme ailleurs, deux modèles s'affrontent. La FNSEA et la Confédération, c'est pas tout à fait la même chose. D'un côté, on est en train de nous parler d'une exploitation finalement infinie, de ressources qui seraient infinies sans doute. Et de l'autre, on parle davantage d'une collaboration avec le vivant et d'une décroissance. Qu'ont à gagner les agriculteurs et les agricultrices à ralentir? Qu'avons-nous à gagner à ralentir notre façon d'absorber et de consommer? Qu'avons-nous à gagner à ça? Je pense qu'on est dans une société boulimique de tout point de vue. Ça va du niveau de la pensée à ce qu'on mange. Donc on y gagne. La sobriété a cette chose de très positive qui est de nous montrer qu'on peut être en meilleure santé mentale et physique en consommant moins et en consommant mieux en fait. On a l'agriculture en particulier qui a été mise sur perfusion depuis à peu près 100 ans. Mis sur perfusion parce que besoin de rendements supplémentaires pour nourrir une population croissante et grandissante, mais où on voit aujourd'hui les résultats de cette course. C'est des personnes qui ne sont pas bien dans leur peau, c'est des burn-out dans tous les milieux de la société. Et nous, si tu veux, on alimente ça. Comme on est dans le système alimentaire, nous on nourrit, si tu veux, ce système-là. Donc on a une énorme responsabilité de revoir nos systèmes de production. Déjà par rapport à ça, parce qu'il faut se rendre compte que tout ce qui rentre en entrant dans nos fermes est issu d'une exploitation d'un territoire proche ou lointain, en fait, finalement.
et que finalement cette exploitation elle ne peut plus trop durer parce qu'on voit bien les dérèglements colossaux qu'on a causés. Donc si on parle du climat, bah, c'est évident maintenant pour les gens, on voit les impacts de manière beaucoup plus dans la temporalité, plus suivie. C'est plus fréquent de voir les dégâts et on en parle peu de la qualité des sols, mais on est arrivé au bout de la course. En fait, on a désertifié les sols, on les a mis dans un état où ça va être très très difficile de remonter la fertilité des sols. Justement, quand on s'est parlé, je te demandais ce que tu faisais concrètement là, ce jour-là ou cette semaine-là. Et d'ailleurs, tu pourras nous dire un petit peu ce que tu fais concrètement, même si on en a tous une idée, mais c'est vrai que finalement, on en a une idée justement. Et tu m'as parlé de ça. Tu me parlais de. Je suis en train de vérifier le niveau de CO2, me semble-t-il, dans les sols et d'essayer de planifier ce que je ferai l'année prochaine. Donc c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, évidemment. Moi j'étais en train de me dire, en bonne urbaine que je suis, j'étais en train de me dire, elle doit planter, ramasser des herbes. Donc par rapport au sol, c'est une des activités que tu fais dans ta ferme, c'est que tu travailles aussi à rétablir la santé du sol. Voilà, on travaille beaucoup à imaginer, on est des paysans chercheurs ou paysannes chercheuses qui devons innover parce que les itinéraires techniques qui étaient ceux d'il y a 10-15 ans, pour nous, ils atteignent des limites visibles. Donc, on s'efforce de créer des nouveaux itinéraires techniques, donc des nouvelles manières de cultiver la terre, qui prennent en compte un peu tout ce qu'on a dit avant. Et un des facteurs essentiels, c'est de ramener de la fertilité, puisque la fertilité fera des meilleurs rendements par la suite. Et comment on ramène la fertilité? C'est en y mettant de la fertilité durable, de la santé des sols, donc, qui a trait à cette potentialité d'un sol à, dans le temps, fournir des denrées alimentaires. C'est en apportant de la matière organique. Il faut beaucoup de matière organique pour nourrir un sol. Et donc ça a un trait aussi à cette décroissance que j'ai entamée il y a quelques années, où d'un côté, dans des formations où la Chambre d'agriculture, qui est notre organisme consulaire, te pousse, si tu veux, à acheter des intrants. Et nous, quand on voit ça, on se dit non, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut réfléchir le sol en tant qu'écosystème, en tant que moyen autonome de créer de la fertilité, parce qu'on le voit partout. Tu vois, une forêt, elle s'auto-régénère et on n'y a pas apporté des intrants, on n'a pas été exploiter des choses. Je t'interromps, Lorena, je crois qu'une boisson arrive. Et là, je vois les sourires. Les sourires aussi. Comme vous avez beaucoup discuté, il faudra, je t'amène le tien aussi, il faudra bien sûr accompagner avec un canelazo. Chin, j'arrive le troisième. Oui, parce qu'attends, je veux le boire avec elle. Parce que qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu peux nous en parler, Louisa, peut-être? Tu peux nous dire ce que c'est? C'est une boisson populaire qu'on voit beaucoup dans tous les peuples, dans toute la campagne surtout. Il y a l'agua de panela. La panela, c'est le jus de la canne de sucre compacté. D'accord, donc du sucre déjà. Il y a la cannelle. Okay. Et il y a l'aguardiente, non? L'aguardiente, c'est une boisson alcoolique. D'accord, vous dites ça, vous avez presque la... Ah, donc il y a du sucre et de la cannelle. Et on met un petit peu quelque chose qui va réchauffer le cœur, l'eau de vie et l'aguardiente. Donc du coup, comme ça, on se réchauffe bien comme il faut. Allez-y, tranquille, bon, la vôtre, salut. Salut. Et d'ailleurs, moi, je fais un petit salut amical à Mathieu de TV Bruit. Oh, c'est très très bon. Merci, c'est super bon. Un petit peu. Okay. Donc oui, tu disais. Juste pour revenir à cette histoire de fertilité, qui me paraît essentielle pour que j'ai des bons résultats, pour que mes mangeurs ils soient contents, qu'ils aient des bons légumes. Oh, attends, tes mangeurs. Ah oui, mes mangeurs. Tu dis beaucoup mes mangeurs. Tu es une mangeuse? C'est une mangeuse de la MAP. Ah d'accord. Tu peux nous expliquer ça peut-être quand même? Alors,
je finis juste avec l'histoire de ce que je faisais ces jours-là. J'étais en train de mesurer la quantité de carbone facilement disponible par mes plantes dans l'année qui va arriver pour savoir quelle était l'organisation dans les champs que je devais avoir. C'est ça qui s'est passé le jour que tu m'as appelé. J'étais en pleine analyse de sol. Et on est donc dans le temps long, en tout cas à moyen terme. On est dans le pilotage de la fertilité de nos sols qui va nous permettre de confirmer des itinéraires techniques et des assolements. Donc c'est un temps assez immédiat parce que nous, là, si tu veux, on arrive au bout de notre saison culturelle et on va démarrer la nouvelle. Et il faut savoir de quoi dispose le sol pour savoir est-ce qu'il faut que je fournisse une énergie supplémentaire très importante pour que la fertilité actuelle suffise à fournir les 23 tonnes que j'ai produites par an. En fait, c'est pas une question de temps, c'est plus parce que j'allais te dire, pour moi, j'avais l'impression que c'était sur un temps plus long par rapport au fait que j'achète des intrants, je mets mes intrants et on est parti. Mais en fait, non, c'est que ça demande plus de travail, ou en tout cas un travail de recherche plus important peut-être, de recherche. Et les mangeurs, alors tu peux me dire ce que c'est qu'une mangeuse, Louisa? Déjà, je tenais à remercier Lorena parce que c'est important pour moi bien manger. C'est important, moi, reconnaître aussi le travail qu'il y a derrière la production de la nourriture. Parce que ma famille, elle est paysanne aussi, mais en Colombie. Et je suis de près à tout le travail qu'il y a derrière. La patience, l'observation, de comprendre qu'a besoin le sol, la météo, l'énergie humaine aussi. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent la terre et ce n'est pas facile. Du coup, merci. Gracias, Lorena. Elle fait de très bons produits. Donc, tu es une mangeuse parce que tu achètes dans la map de Lorena. Oui, mais c'est surtout les échanges aussi qu'on fait. Pour moi, la nourriture, c'est la nourriture, les produits, mais c'est aussi la nourriture intellectuelle. Oui. À chaque échange avec Lorena, il y a quelque chose qui résonne dans ma tête. En fait, je vois son travail, parce que je rentre chez moi avec les paniers de légumes. Mais il y a aussi une conversation qui reste. Il y a des interrogations pour moi et surtout des souvenirs. C'est le lien d'une personne qui, je sais pas, que j'aime bien, qui te réchauffe le cœur. Qui me réchauffe le cœur, voilà, qui me fait penser à ma famille. Et c'est trop bien parce qu'on est en France, on dit qu'on est toute seule, mais en fait, on est un peu partout. Hein. On est le mycélium de la terre, je pense. Et tu prends le temps de cuisiner? Ah oui, j'adore. Toi, tu suis créatrice. Parce qu'on parlait aussi de ce temps, hein. Dans l'idée aussi de la décroissance, du ralentissement, il y a aussi le fait de prendre le temps pour certaines choses qui sont essentielles et qu'on fait moins. Je pose peut-être une question par rapport à la Confédération paysanne, à ce que tu défends. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ceux qui disent que les petites exploitations de la Confédération ne vont pas pouvoir nourrir tout le monde? On entend cette discussion. Oui, bien évidemment. Alors, je répondrai par un chiffre, par plusieurs chiffres. C'est que d'ici 2030, donc on est aux portes de 2025, donc dans 5 ans, la France va perdre 100 000 agriculteurs, 100 à 130 000 agriculteurs qui vont partir à la retraite. Déjà que ça fait 50 ans qu'on perd des centaines et des centaines. On est aujourd'hui à 420 000 ou 430 000 agriculteurs en France pour nourrir 70 millions d'habitants. On va perdre 120, 130. Enfin, c'est dérisoire. On ne peut pas continuer. Enfin, pour moi, soit on fonce au droit dans les bras de la technologie, de l'intrant à tout va et donc de la surexploitation de la planète Terre, soit on décide de prendre un penchant différent et c'est un peu ce qui se passe en ce moment parce que depuis quelques années, on voit venir beaucoup de néo-ruraux, beaucoup de personnes qui, comme moi, avons grandi dans une ville et avons décidé ultérieurement de nous imaginer dans le champ de la production agricole, qui viennent fournir les rangs de la paysannerie. Et donc une petite exploitation, comme la mienne par exemple, elle nourrit une centaine de familles à l'année. Certes, c'est pas énorme, mais si on a quand même beaucoup de personnes comme moi, on va quand même pouvoir nourrir
de manière saine et durable beaucoup de personnes. Et ça a trait un peu à la résilience aussi. Hein. Moins il y aura des gens, moins c'est résilient, plus on a du monde, plus c'est résilient un système. Et pour un système alimentaire, et un pays comme la France qui devrait quand même, en tout cas qui est censé porter des valeurs d'universalité, ah non mais oui partout, parce qu'actuellement c'est pas ce qui se passe, c'est plutôt l'inverse. On est fort pour vendre des armes, mais moins pour soutenir les agriculteurs et les agricultrices. Ça a trait à ça en fait, ça a trait à... Déjà, un agriculteur n'est pas viable aujourd'hui avec le système de subvention actuel. Ça veut dire que si on lui coupe la subvention, il va être dans des grosses difficultés. Déjà qu'il est dans une grosse difficulté économique, qu'est-ce qui se passe si on lui coupe la subvention? Et c'est un peu depuis le début de l'année, tout ce qu'on a vu en fait dans les rues, des agriculteurs et agricultrices qui sortent dans la rue pour dire on n'en peut plus parce que vous nous exigez davantage de rentrer dans ce champ de l'environnement, d'être gardiens et gardiennes de quelque chose qu'on ne nous a pas appris, et que de l'autre côté, il faut qu'on continue à produire moins cher, et que de l'autre côté, on nous enlève de la subvention publique parce qu'il y a de moins en moins de subventions publiques. Donc c'est un système qui va... C'est la question du revenu qui est très problématique aujourd'hui pour les paysans, les paysannes. Même malgré ces taux inimaginables de subventions, parce que c'est encore un chiffre qui est important à comprendre, c'est qu'une exploitation agricole aujourd'hui en France, céréalière en tout cas, a trait à peu près entre 60 et 80% de son chiffre d'affaires de subventions publiques, donc de notre poche, quoi. Nous, on décide aussi d'aller dans ces champs-là. Donc, qu'est-ce que ça finance, finalement, si ça ne finance même pas le revenu paysan? Bien sûr. Donc, c'est vraiment très grave. Donc, finalement, dire aux gens que la petite paysannerie ne nourrira pas le monde, ça l'a toujours fait. C'est juste qu'on nous a massacrés à des endroits, et dans d'autres endroits, on nous a gentiment aidé à mettre la clé à la porte. Ça continue un petit peu de le faire, puisque aujourd'hui, les petites exploitations nourrissent les gens, les grandes exploitations nourrissent les animaux davantage, c'est ce que je comprends. Mais qu'est-ce que tu répondrais qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on peut dire aux agriculteurs et aux agricultrices de grands champs céréaliers qui ont des centaines et centaines d'hectares? Qu'est-ce qu'on peut leur dire de ce qu'elles ont à gagner à changer de système? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à elles? Déjà, ils vont gagner en sérénité parce qu'aujourd'hui, le taux d'endettement d'une exploitation agricole grande culture, elle est assez élevée. Donc, imaginer changer de système, c'est aussi changer d'échelle, partager la terre. Donc, c'est retrouver moins isolé dans le territoire où on vit, parce qu'aujourd'hui, un agriculteur qui a 1000 hectares, moi, mon voisin, il a 300 hectares de maïs. Donc, si tu veux, je n'ai pas de voisin à 300 hectares autour. Donc, c'est très compliqué. Après, l'isolement, la difficulté. Donc, il y a deux choses. Pour moi, il y a un côté financier où, forcément, il faut continuer à favoriser les changements de méthode. Et il faut comprendre qu'on est un des seuls leviers sur Terre pour capter du carbone dans l'air. C'est la croissance des plantes. Elle a ces traits-là, elle a cette magie unique, c'est de capter l'excès en CO2 qu'on a dans l'atmosphère, on pourrait le mettre dans le sol. Donc il faut accompagner les agriculteurs à avoir des pratiques et des itinéraires techniques qui sont plus garants de la fertilité des sols et du stockage du carbone dans le sol que de l'émission de CO2 dans l'air. Donc il y a deux choses. On fournit des aliments pour l'animal ou pour l'être humain, mais de quelle manière on le fait? Et franchement, aujourd'hui, quand on voit le taux d'endettement des fermes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui douteraient si on les aide à changer de cap. C'est juste que c'est le passage qui est compliqué. C'est le passage de génération, comme je disais tout à l'heure, et c'est l'urgence à laquelle on va se retrouver, parce que quand on sera tous soumis à tous ces excès climatiques, on saura bien que même les systèmes assurantiels, ils ne marchent plus, ils ne nous suivent plus en fait, et ils ne pourront plus le faire.
j'ai deux questions, ça se voit là, hein, j'ai deux questions que je voudrais te poser. Je vais poser la plus provocatrice si on veut. À la Confédération, vous avez aussi des éleveurs. Et l'élevage, c'est quand même émetteur de CO2, c'est quand même une pollution. Il y a un rapport au vivant qui est ce qu'il est. En tout cas, un rapport de domination du vivant. Comment est-ce que vous en parlez? Quelle est ton opinion là-dessus? Est-ce qu'il y a un débat au sein de la Confédération? Alors, je dirais que c'est très compliqué parce qu'il y a des territoires où l'élevage a trait presque à de la tradition. Et du coup, faire changer les traditions, même si on sait le faire, enfin, l'humanité a su le faire, a su changer certaines traditions qui semblent dépassées, ça reste quand même très complexe. Le débat est pour moi pas existant et dès qu'on en parle, tu vas vite te retrouver un peu isolé. Mais et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas l'effort de venir dans ces syndicats agricoles, alors que, au contraire, je pense qu'il faut entamer le dialogue. Encore une fois, c'est qu'ils se rendent compte aussi des difficultés qui sont les leurs, tu vois, les maladies. C'est-à-dire que le changement climatique, en tout cas le dérèglement climatique, ça a aussi ça de tragique, c'est qu'on va voir apparaître énormément de maladies, on le voit venir. Et là, actuellement, par exemple le monde de l'élevage dans les Pyrénées est catastrophé parce qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'ovins qui sont morts dus à la fièvre catarrhale ovine. Ça, dans les médias, on en parle très peu, mais c'est un choc pour un éleveur, même s'il est petit, hein, parce qu'on fait bien la distinction à la Confédération paysanne, des petits élevages à taille humaine, à des élevages industriels qui n'ont absolument aucune valeur commune en fait. Oui, mais dans l'élevage, ils sont tous touchés par la maladie. Oui, tous touchés. Donc que tu sois éleveur dans une mécanique de petite exploitation, des petites fermes, on va dire, qui s'insère aussi dans une logique d'entretien des espaces forestiers, montagnards, tout ce que tu veux. Ça reste quand même un souci, toutes ces maladies qui arrivent, tous ces nouveaux vaccins qu'il va falloir implémenter et qu'à terme, il faut quand même réfléchir à plus de... Un monde où les animaux, on rémunérerait les agriculteurs pour que leurs animaux prennent soin des paysages et pas plus. C'est un peu l'autre animal qui prend soin de l'autre animal. Mais bon, moi, je peux te dire très sincèrement, moi, j'ai une voix dissonante par rapport à ce que j'entends majoritairement dans mon syndicat. Ça ne m'empêche pas d'essayer d'imaginer des ponts quand il y a l'opportunité de les créer. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une attente sociétale majeure par rapport à ces choses-là. Et ça ne veut pas dire en fait que la société a arrêté de manger de la viande. Donc, moi, je dirais plus que c'est transitoire et que c'est dynamique. Toutes ces réflexions doivent se traiter de manière un peu dynamique. Où voilà, on avance vers quelque chose. Déjà, ceux qui mangent de la viande, aller vers une agriculture beaucoup plus résiliente. Et arrêter de la consommation de viande d'élevage intensif qui est catastrophique. Est-ce que, voilà, tu es militante, tu es quand même présente dans de nombreuses activités. Voilà, c'est compliqué tout ça. Hein. Mais à quelle barrière tu te heurtes le plus? Quelle est la chose qui est la plus compliquée à laquelle tu te heurtes? Alors je dirais que dans mon milieu, c'est le fait d'être une femme, où j'ai dû faire face à énormément de femmes migrantes, je ne te laisse pas imaginer. Donc aller siéger dans des instances pour le partage de la terre, pour soutenir des projets d'installation comme le mien qui ont trait à une petite surface mais très productive, très nourrissante pour la population. Pour être clair, tu t'es heurté au machisme et au racisme. Ah, au patriarcat, oui, hein, ça c'est très très clair. Hein. Ah oui, oui, oui. Et ça, quand tu es la seule femme dans une commission de 12 personnes, on ne te laisse pas souvent la parole, mais bon, c'est là où il faut
essayer d'exercer aussi ces droits-là. Et ben souvent, tu as des bons arguments. Donc, c'est pas évident au début, mais ça pourrait changer. Le revenu agricole, c'est aussi une autre question. Oui, c'est un autre sujet d'importance majeure dans ma vie en ce moment. C'est comment on arrive à continuer à le bâtir de manière plus sereine et plus juste dans la société. Voilà, parce que malgré les efforts qu'on fait pour construire des systèmes comme la MAP qui a trait à cette facilité de travailler la transparence par rapport à nos coûts de production, c'est pas toujours facile de demander des augmentations, c'est pas toujours facile que ce soit accepté. Et pourtant, il va falloir qu'on trouve moyen de dignifier un petit peu le travail des paysans et des paysannes. Oui, et peut-être plus largement qu'on remette en fait la valeur des produits agricoles, hein, après des années et des décennies quand même de produits pas chers. C'est jamais pas cher, ça a un coût quelque part et ça il va falloir qu'on le réalise. C'est toujours ça dans la société, je pense qu'on ne sait pas la vraie valeur de l'alimentation parce que y a une partie qui est largement subventionnée, comme je disais tout à l'heure. Moi, mon exploitation, ma ferme, pardon, elle a 1% de subvention publique, donc je suis obligée de passer par le budget personnel de chacun et de chacune pour bâtir ses revenus au niveau de ma comptabilité. Et pour bâtir ton modèle surtout. Oui, et être fidèle à ce modèle. Exactement. Pour pas faire des... Donc c'est ce que fait Louisa, c'est que tu travailles à un modèle en fait, en acceptant de payer ce montant-là qui, d'après ce que je comprends, va bientôt augmenter. Tu le fais aussi parce qu'on participe à un modèle. C'est une action politique. Parce qu'on y croit et parce que c'est le modèle de vie. Les habitudes... les choix qu'on fait, ça devient habitude aussi. Tout à l'heure, quand on a parlé de quelles mesures on peut prendre pour être plus consciente ou plus responsable avec la transition écologique. Et moi, j'y pense en tant que professionnel, qu'est-ce que je peux faire en tant que personne, qu'est-ce que je peux faire, comment l'architecture, le design peut être plus conscient, peut être plus cohérent avec tous les enjeux sociaux et environnementaux qu'il y a aujourd'hui en France et en Colombie, non? Et du coup, pareil, l'eau, comprendre l'eau, les ressources premières, l'eau, la lumière, et le fait de savoir construire, le fait d'être autosoutenable, le fait d'être, je sais pas comment dire. En fait, c'est une action politique. Ah oui, ce sont des actions politiques. Est-ce que, alors on a une autre personne qui est venue nous rejoindre, c'est Erika, qui était de passage à l'Utopia et qui ne s'attendait pas du tout à être questionnée. Mais en fait, tu viens d'accepter d'y répondre. C'est très gentil parce que tu ne sais pas du tout quelle est cette question. Donc, merci beaucoup. Lorena, je te laisse la poser. Du coup, comme c'est quelque chose qui me travaille beaucoup en ce moment et que je prépare les assemblées générales des associations AMAP que j'ai nourri, où je vais amener mes légumes. C'est une question qui me travaille, qui va traverser en tout cas cette année ces assemblées générales. C'est de demander aux gens, et donc toi tu es un peu une représentante de la population, mais c'est de demander est-ce que vous êtes prêts finalement à imaginer un budget personnel plus important pour l'alimentation aujourd'hui, cette année, l'année prochaine, dans quel délai vous imaginez pouvoir octroyer un peu plus de budget à votre alimentation et sinon pourquoi vous ne le ferez pas? Du coup, moi, c'est déjà ce que je fais parce que j'ai un petit garçon depuis 3 ans. Et depuis que j'ai ce petit garçon, j'ai justement mis la priorité sur l'alimentation, sur des bons produits, sur des produits qui puissent être le plus goûtus possible, en fait. Et j'ai privilégié justement les petits marchés, pour les fruits et légumes ou quoi, que ce soit quelque chose qui soit justement à un prix souvent un peu plus élevé que dans un supermarché où on aura des produits à moins d'1 euro, quoi, mais qui n'auront aucun goût. Et vu que je voulais lui faire goûter tous les produits et qu'il connaisse
le vrai goût d'une carotte, d'une courgette, d'un produit, quoi, et pas juste la sensation d'un goût. Je me suis dit que là, tout le reste, je mets de côté, mais l'alimentation, je veux que ce soit quelque chose d'important et surtout de connu, quoi. Donc, je lui fais goûter des produits qui puissent avoir du goût. Donc, oui, je suis d'accord de mettre de côté un budget pour une alimentation, justement. Et est-ce que tu peux imaginer, Erika, que ce budget augmente finalement d'année en année parce que il augmente déjà, c'est ça. Et ça veut peut-être dire aussi qu'on ralentit sur d'autres choses. Oui, après moi ça me dérange pas sur les autres choses parce que je trouve que c'est quelque chose de très important. C'est la nature, c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes. Moi j'ai vécu à la campagne et on mangeait les fruits et légumes majoritairement qui venaient du jardin et quand j'ai et quand ensuite on va à l'école ou quoi, c'est quelque chose qui change beaucoup. Là maintenant encore les écoles elles ont travaillé beaucoup avec du bio ou quoi, mais je sais que Daniel, arrête. Pardon, je suis déconcentrée. Je sais que du coup, on n'apprend pas à connaître le goût des produits. On connaît le goût d'un plat, mais que du coup, j'avais peur qu'avant qu'il aille à l'école, ils ne connaissent pas justement le goût des produits et qu'ils se disent une purée, c'est ça. Et c'est fade, ça n'a pas de goût. Et ils disent j'aime ça, mais en fait, une patate, ça a ce goût-là. Et quand on fait goûter des vrais légumes à des enfants qui ont toujours mangé en cantine ou qui ont toujours mangé des produits qu'ils ne connaissent même pas, en fait, des fois même le produit à quoi il ressemble de base. Et je trouvais ça assez choquant. Et du coup, quand j'ai eu mon fils, je me suis dit non, je veux qu'ils connaissent quand même d'où ça vient, ce qu'on mange, à quoi ça ressemble. C'est pour ça que c'est même un peu presque une erreur que j'ai faite parce que du coup, j'ai cuisiné les produits un par un à chaque fois et je ne les ai pas cuisinés ensemble. Et il avait toujours 3-4 légumes dans l'assiette au minimum. Mais du coup, maintenant, j'arrive pas à lui faire manger des plats cuisinés, des plats en sauce parce que justement, il n'est pas habitué. C'est un peu, mais du coup, pris le temps de cette éducation. Moi, je me suis mis en congé exprès et je lui ai fait les repas tous les jours, le plus en vapeur pour qu'il y ait vraiment le vrai goût des produits, quoi. Et je trouvais que c'était quelque chose de très important dans. Lorena, c'est ta réponse, c'est pas mal. Voilà, c'est encourageant. C'est génial. La cuisine, développer les papilles. Ouais. C'est... Aujourd'hui, du coup, il mange du brocoli, des épinards, des choux de Bruxelles. Waouh. Et tout le monde me dit, avant, mais ton fils, il a 3 ans. Je lui dis, tu veux manger quoi ce soir? Des épinards. Oui, moi, j'en mange pas. Oui, j'aime pas. Moi, je lui fais manger des légumes que moi, je mange même pas. Mais du coup, lui, il sait qu'il aime ce goût-là. Et donc maintenant, il sait qu'il veut des épinards ou il sait qu'il veut un autre produit. Donc, et merci beaucoup, Erika, de ce partage. Merci. Et Lorena, comme ça, tu as ta réponse qui t'a, je pense, un peu rassurée aussi. Oui, ça rassure, carrément. Merci. J'avais une dernière question finalement à te poser, Lorena. De quelle société est-ce que tu rêves pour toi et pour nous toutes? Déjà d'une société beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste, beaucoup plus en empathie, dans le respect et dans on va dire dans l'innovation mais humaine, quoi. Tu vois, on parle beaucoup des difficultés économiques qu'il peut avoir pour peut-être beaucoup de secteurs, mais on n'a qu'à inventer un autre système monétaire, par exemple. Il faut inventer... oui. On a besoin de faire du profit, quoi. C'est ça. Il n'y a pas que le profit qui règne, ça c'est sûr. Et de quoi est-ce qu'on a besoin pour en arriver là? Moi, je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut commencer dès le début, c'est l'alimentation. Si on passe par un système beaucoup plus équitable, je parlerai de cette initiative qui est la sécurité sociale de l'alimentation, qui est à peine en train de se faire connaître, où la Conf a été un des moteurs, mais pas le seul. À Toulouse, on vient d'inaugurer 2 caisses d'alimentation, où on va se mettre tous ensemble dans une formule, on va dire, qui correspond au groupe qui est en train de la créer, parce que chaque groupe a sa propre, on va dire, liberté d'imaginer quels sont ses choix, mais tu fournis à ta caisse un budget spécifique selon ce que ton revenu personnel le permet. Et tu vas conventionner des agriculteurs, des agricultrices, des personnes qui ont un établissement de la restauration, qui ont une boutique qui travaille en bio et local, par exemple. Chaque association, chaque groupe de personnes va
va aller travailler des thématiques qui leur semblent importantes. Et c'est un peu comme la sécurité sociale de la santé, c'est-à-dire qu'on a une carte, et avec cette carte, tu as un budget et tu vas pouvoir aller payer tes courses. Donc aujourd'hui, on parle de 150 € par mois, mais pourquoi pas plus, si on a plus de gens qui peuvent apporter à ces caisses. Et donc là, on n'est pas en train de parler des exportations de céréales vers le Pérou, c'est bien là, ça? C'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut plus de paysans locaux qui fournissent des populations locales et il faut tout revoir à l'échelle locale en fait, c'est plus possible autrement. Je t'avais posé une dernière question, il faudrait être un petit peu rapide, mais je t'avais demandé de trouver une référence, quelque chose dont tu avais envie de parler, une association, un artisan, voilà, un livre même ou un film dont tu avais envie de parler. Est-ce que tu peux nous donner une référence comme ça, nous faire envie? Alors, j'ai beaucoup aimé le livre de Mona Chollet qui s'appelle Sorcière. Oui. Et j'ai même envie de changer le titre, Sorcière. Ah oui, Sorcière. C'est beau, c'est magique. C'est un livre très inspirant. Ouais. Et qui va nous... C'est les mêmes filles. Hein. On va finir là-dessus. Et qui a très cette force. Absolument, la force invaincue des femmes. La force invaincue des femmes. Merci. Merci. Bon courage. Merci Colibri. Merci Lisa.